j'ai accepté parce que Jonathan me l'a demandé. C'est la première fois qu'on m'invite. Donc, on a le droit de se tutoyer ? Vous vous sentez pas exclus si on se tutoie ? Parce que dans la vie, on se tutoie, mais il paraît que c'est excluant pour les autres. Je vous tutoie tous ce soir. Et donc, quand tu m'as invité, j'ai été très, très honorée. Mais tes prédécesseurs m'ont jamais invité. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après, ce que je disais à Guillaume en arrivant, c'est que pour moi, dans ma vie, il y aurait un avant et un après, pour plein de raisons, parce que c'est chouette d'être là, mais aussi parce que sur les réseaux sociaux, le niveau de troll est déjà en train de monter et que ma tête associée au logo du CRIF, il y a un truc qui est assez diabolique qui est en train de se passer. Et si j'en crois à ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce soir, je suis très riche. Mais je veux pas te mettre de pression, Jonathan, aucune, tout va bien. Quand j'étais étudiante au Langso, je me suis inscrite en licence d'arabe et j'avais pris des cours d'hébreu. Et à l'époque, on croyait que c'était possible. On s'était dit, là, on va vers les accords de paix, on va pouvoir aller travailler là-bas avec les Arabes, les Juifs, on sera tous ensemble. Et on était très enthousiastes. C'était sur le point de se faire. Et puis, il y a eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin et tout s'est écroulé. Ça fait un petit moment que mon féminisme, je le vis chez moi, toute seule, et que je me reconnais plus tellement dans les organisations dont on parle beaucoup parce qu'elles sont assez silencieuses sur ces sujets-là. Mais avant ça, je les trouvais aussi très silencieuses quand les femmes iraniennes se sont soulevées. Elles n'étaient pas très en soutien des femmes iraniennes qui brûlaient leur voile. Elles n'étaient pas en soutien de Mila quand elle était menacée de mort en France. Elles ont eu des indignations un peu sélectives. Je dis elles, mais ça ne veut rien dire le elles. Certaines associations ont du mal à s'exprimer sur ces sujets-là. Donc mon féminisme, à moi, il va bien. Hein. Je continue de me battre et je continue de le porter. Et je pense qu'on est nombreux à être féministes comme ça et à ne pas choisir ces combats et à combattre pour les droits des femmes partout, tout le temps. Et après, il y a ceux qui choisissent leur combat et ceux-là, on les dénonce aussi. Quand je vois les soulèvements des femmes iraniennes, je suis émue aux larmes. Et quand je vois à quel point, en fait, j'avais été contactée, c'était il y a des années de ça. C'était avant le début des mouvements Femmes, Vie, Liberté, avant la mort de Mahsa Amini. J'avais vu un article dans Charlie de Ina Shevchenko qui racontait les mouvements, c'était Let Us Talk. C'était des femmes iraniennes qui disaient « Vous vous battez pour le droit des femmes à porter le voile et tout ça, mais nous, laissez-nous parler, écoutez-nous. » Et ce mouvement Let Us Talk, j'en avais jamais entendu parler. Et avant que Ina Shevchenko en parle, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai suivi la personne qu'elle avait interviewée, qui s'appelle Masih Alinejad, qui est une activiste iranienne qui a dû fuir l'Iran, qui était menacée, et qui est encore menacée aujourd'hui, qui vit aux États-Unis. Et je l'ai relayée et j'ai retweeté avec le hashtag Let Us Talk. Et elle m'a contactée en message privé et elle m'a remerciée. Et je me suis dit, quand même dingue qu'elle me remercie. Enfin, je suis une toute petite. Elle, c'est une activiste immense. J'avais l'impression d'avoir Nelson Mandela qui remerciait Smaïn, quoi. Donc, et c'est pour que vous ayez l'échelle de grandeur. Et quand elle m'a remerciée, en fait, j'ai pris la mesure, encore une fois, de sa solitude. Et c'est toujours le même problème. Elle était seule. Elle était horriblement seule, Masih Alinejad. Parce qu'après, je suis allée regarder, il y avait d'autres mouvements, il y avait d'autres hashtags qu'elle avait lancés. Et puis, il y a eu Mahsa Amini. Et là, on se dit, il y a un souffle, il y a quelque chose. Elles sont courageuses, elles sont incroyables. Les hommes les rejoignent, c'est beau, il faut les soutenir. On y va et on va manifester. Et là, pouf, on n'est pas très, très nombreux.
Non, mais c'est aussi pour ça qu'on nous cible. Évidemment, la laïcité et les lois, les lois françaises qui interdisent le port du voile à l'école sont toujours ciblées, sont toujours mises en avant dans les attaques qu'a subies la France ces dernières années. Et j'étais il y a quelques semaines à New York. Il y a une pièce qui se joue qui s'appelle en français Prière pour la République française. Et c'est joué à New York. Et c'est une pièce qui raconte, à travers l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale et à la veille de l'élection de Macron I, donc 2017, la montée de l'antisémitisme en France et le sentiment d'insécurité des Juifs à travers le temps et avec le summum pour cette famille, ce qui a déclenché l'envie de partir en Israël. Ça a été la mort de Sarah Halimi, parce qu'elle est morte chez elle et qu'ils ne se sentaient plus en sécurité chez eux. Alors après, j'ai eu un gros problème avec cette pièce, c'est qu'ils ne parlent pas de l'islamisme, ils arrivent à parler d'Ozara Torah, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, de tout ça, sans parler d'islamisme. Mais bon, c'était une bonne pièce quand même. Et ce que je voulais dire, pourquoi j'en parle, c'est que pour les Américains, il y a une fascination d'entendre que dans les offices, on prie pour la République française. Et il raconte cette histoire-là pour ça. Et moi, j'ai assisté à très peu d'offices dans ma vie rapport à mon athéisme, mais j'ai quand même assisté. Et quand je l'ai entendu, je pensais que c'était un truc un peu fantaisiste de la part de Delphine Orvillers. Je me suis dit, oh, quand même, elle va un peu loin. Et en fait, non, on m'a dit que ça se faisait. Tout le monde... Il n'y a que Delphine qui le fait ou... Non, voilà. Toutes les synagogues. Dites-moi, j'en ai fait... Je suis allée que dans la synagogue de Delphine. On m'a pas invité toutes les synagogues. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète encore, il y a un énorme éléphant au milieu de la pièce qu'on a du mal à nommer et je ne sais pas d'où vient cette pudeur, mais je pense que pour le combattre, il faut pouvoir le nommer. Et aujourd'hui, on a du mal à le nommer parce que quand on dit qu'on combat l'islamisme, on est taxé d'extrême droite. C'est quand même un comble. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on laisse le combat contre l'islamisme à l'extrême droite. Et quoi ? Et Mélenchon serait l'arbitre et nous, on ne dit rien et on laisse les deux avancer. Il en est hors de question. Je pense que l'islamisme doit être combattu, mais pour bien le combattre, il faut pouvoir le nommer. Et que je trouve que c'est très insultant pour les musulmans de considérer que quand on combat l'islamisme, on est, je mets des guillemets à ce mot-là, mais on est islamophobe. Il y a des personnes qui s'érigent comme défenseurs des musulmans et qui confondent l'antiracisme avec la WWF. C'est-à-dire qu'on considère les musulmans comme une espèce menacée, comme une espèce à protéger. On prend les musulmans pour des bébés phoques. Et c'est insupportable. Vraiment, je suis, moi, de culture musulmane, je suis fille de musulmans, et je pense que le plus gros des mépris, il vient de ces gens-là. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui disent « non, il ne faut pas leur parler comme ça, non, il faut les traiter comme ça, non, on ne peut pas leur dire ça ». Mais on ne peut pas rire de l'islam parce que ça va les blesser. Ah non, mais moi, si tu veux respecter les musulmans, il faut rire de l'islam, il faut rire de toutes les religions, il faut... Comme on l'a toujours fait, comme Charlie le faisait, comme nous, on le fait. Moi, j'ai toujours décidé, enfin, ça a toujours été... moi, je suis complètement athée et complètement laïque, et mon combat, il est contre tous les religieux. Il y a peut-être des croyants dans la salle, mais ne le prenez pas personnellement. Je suis profondément athée et je ne ferai pas de différence avec les musulmans. Et quand je dis ça, on me taxe parfois d'islamophobe. Et c'est insupportable. Parce que ça voudrait dire que les musulmans n'auraient pas de sens de l'humour, ne pourraient pas comprendre l'humour, donc on les méprise quand on les traite comme ça. Mais ce procès en islamophobie, pourquoi j'en parle vraiment beaucoup ce soir, c'est parce que pour moi, c'est ce qui vous dessine une cible sur le dos. Et pour Charlie, c'est quelque chose qui sur 10 ans, a duré, le procès en islamophobie. Et Samuel Paty, c'est ce qui l'a tué en 1 semaine. Et c'est ce qui pourrit la vie de pas mal de gens aujourd'hui dans ce pays, parce que c'est pas anodin. Et ce qui me semble aussi important, c'est de dire que ce qui tue aussi, c'est que ces personnes sont toujours seules quand ça leur arrive. L'imam Chalgoumi est quelqu'un qui, ouvertement,
défend la laïcité en France. A toujours défendu la laïcité, c'est un musulman, il est imam, il prône le vivre ensemble, il est croyant, c'est son problème. Moi, voilà, vous savez quelle est ma position maintenant, mais c'est quelqu'un que je trouve extrêmement touchant parce qu'il est assez courageux, il se bat, il est menacé comme personne dans ce pays. Il prend des menaces de mort atroces, il vit avec une protection policière depuis des années, et aujourd'hui, les blagues sur l'imam Chalgoumi sont d'un racisme qui sont mais incroyables. Il y a eu un sketch entier où on s'est foutu de son accent et de la façon dont il parle. Oui, il a un gros accent, oui, oui, il fait des fautes de français, mais son message, on peut l'écouter quand même. On ne peut pas lui confisquer la parole parce qu'il a un accent. Ça voudrait dire que quand on a un accent, on n'a plus le droit de parler. Mon père fait des fautes de français et pour autant, je ne me fous pas de sa gueule tout le temps. Parfois, ça m'arrive quand même parce qu'il fait des fautes assez rigolotes. Mon père, juste une petite blague, mon père, c'est le seul moment où j'ai ri après le 13 novembre. Mon père, il m'a dit « Oh là là, c'est quand même terrible ce qu'ils ont fait au Décathlon. » Voilà. Et moi aussi, j'ai mis du temps à la comprendre, mais il avait cru qu'il y avait eu une attaque terroriste contre Décathlon et pas le Bataclan. Mais voilà, et c'était touchant, et c'est parce que je l'aime que je ris à ça. Et ce qui était important pour lui, c'est qu'il était bouleversé par les attentats. Et l'imam Chalgoumi, on lui reconnaît même pas ça, quoi, d'être quelqu'un qui est vraiment un acteur du vivre ensemble et de la paix dans ce pays, quoi. Et c'est dégueulasse. Et que c'est le nombre qui protège. Et que si on n'est pas plus nombreux à dénoncer l'islamisme, à dénoncer l'antisémitisme, à dénoncer le racisme, et à ne pas le laisser à l'extrême droite, et à ne pas le laisser, et à ne pas laisser l'extrême droite s'en emparer, et à considérer que l'extrême droite pourrait être l'ami des Juifs, parce que c'est mortifère comme amitié. C'est par détestation des Arabes qui s'érigent en défenseurs des Juifs. Donc on ne peut pas considérer que l'extrême droite sera un rempart à l'antisémitisme dans ce pays. Et de la même manière que je n'accepte pas qu'on dise de moi que je suis d'extrême droite, parce que justement je les combats et je combats. Marine Le Pen défend les Juifs par détestation des Arabes, c'est tout. Et il faut juste et ça commence et ça s'arrête là. Sa haine des Arabes est plus importante que tout le reste. Donc il faut en avoir conscience, il faut le regarder en face et il faut l'assumer. C'est une amitié et c'est oui, c'est une alliance mortifère. Voilà, c'est tout. Oui. Sur ce point, Pierre, je rappelle à tous l'engagement continu du CRIF sur la question de l'extrême droite. Sur la question de Zemmour, je veux saluer ce qu'avaient été les prises de position de Francis Khalifa à un moment qui était difficile dans le débat public, avec une très grande clarté. Et le CRIF continuera à le faire, aussi bien évidemment dans les séquences électorales qui arrivent immédiatement que celles plus compliquées qui s'annoncent encore en 2027. Bravo. Vécu, puisque tu as chroniqué ces derniers mois, comment les as-tu vécus depuis le 7 octobre? Comment tu as réussi à... Mal. Comme tout le monde, je pense ici. Et je précise ici parce que ce qui m'a, je crois, le plus étonné, c'est que quand on a levé la tête le 7 octobre et qu'on a vu l'horreur, on s'est dit... On s'est rien dit. Enfin, c'était l'horreur. Donc on est face à l'horreur, on réagit avec une émotion forte quand on a découvert l'ampleur de ce qui s'était produit, de ce massacre, de ce pogrom. On s'est dit, peut-être qu'il y aurait un peu de solidarité. J'y ai cru naïvement. Et il y en a eu un tout petit peu, mais pas à la hauteur de ce qui s'était produit. Et quand le lundi, on est allé marcher, on était quelques-uns. Il y a des visages que je vois dans la salle que j'avais croisés à la marche au Trocadéro. Et j'ai compté les non-juifs. Et ça allait vite. Comment tu les comptes? Je les connais. J'ai des critères. C'est des gens que je connaissais. Mon mari, moi, et puis quelques-uns, évidemment. Il n'y avait pas que des juifs, mais je trouvais que dans l'assemblée, dans la manifestation, il y avait quand même
majoritairement des Juifs, mais de la même manière, en fait. Ça m'a rappelé, on y était ensemble le soir d'Ozar HaTorah, quand il y a eu la tuerie d'Ozar HaTorah. On était très peu nombreux d'abord à aller marcher. Nous, on y était allés à l'appel à l'époque de Touche pas à mon pote. On s'était donné rendez-vous, et puis là, on était une petite grappe de personnes. Et puis, on a regardé autour de nous, il y avait pas assez de monde et pas assez de non-juifs. Comment fait-on pour ne pas oublier les morts de part et d'autre Bien sûr, c'est difficile, mais je crois que dans cette assemblée, on est plutôt d'accord pour faire les mêmes constats, pour se dire que le 7 octobre a été quelque chose de vertigineusement violent, atroce, déchirant, et j'ai évidemment une pensée pour les otages qui sont encore là-bas, dont on est sans nouvelles et dont on ne sait pas quand ils seront libérés, s'ils le sont et dans quel état, et tout ça est très 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 angoissant. Et de l'autre côté, les informations qui nous arrivent, ces enfants qui meurent, etc., c'est d'une violence inouïe aussi. Mais je pense qu'il y a encore des personnes de part et d'autre qui ont conscience qu'il faut libérer ces deux pays de l'extrême droite israélienne, assurément, et du Hamas, absolument. Il va falloir prendre conscience aussi qu'il faut libérer les Palestiniens aussi du Hamas pour peut-être réussir à avancer et peut-être avoir Merci une base. beaucoup.